Dans le royaume côtier de Marésia, où les falaises de craie blanche se dressaient fièrement face à l'océan azur, la vie suivait un rythme immuable dicté par les marées. Le palais royal, construit il y a des siècles par les ancêtres du roi Marius, dominait la capitale du haut de son promontoire. Ses tours élancées, ornées de coquillages et de coraux fossilisés, semblaient toucher les nuages, tandis que ses fondations plongeaient profondément dans la roche, comme les racines d'un arbre millénaire. C'est dans ce cadre majestueux que la princesse Coral avait grandi. Fille unique du roi Marius et de la reine Lyra, Coral était l'héritière du trône de Marésia, un rôle pour lequel elle avait été préparée depuis sa naissance. Ses journées étaient remplies de leçons sur l'histoire du royaume, la diplomatie, l'étiquette royale et l'art de gouverner. Mais malgré l'importance de ces enseignements, le cœur de Coral appartenait à l'océan. Dès son plus jeune âge, Coral avait montré une fascination inhabituelle pour la mer. Alors que les autres enfants nobles craignaient les vagues et préféraient les jeux de cour, la jeune princesse passait des heures à observer l'océan, à collecter des coquillages et à écouter les histoires des vieux marins. Cette passion n'était pas sans inquiéter ses parents, qui craignaient que leur fille ne soit pas assez concentrée sur ses devoirs royaux. La reine Lyra, en particulier, s'efforçait de canaliser l'énergie de sa fille vers des activités plus appropriées pour une future reine. Elle engagea les meilleurs professeurs de musique, de danse et de peinture du royaume, espérant éveiller chez Coral un intérêt pour les arts raffinés. Mais même lorsqu'elle jouait de la harpe, les mélodies de Coral évoquaient toujours le murmure des vagues et le chant des baleines. Le roi Marius, quant à lui, avait une approche plus pragmatique. Bien qu'il ne comprenne pas l'obsession de sa fille pour l'océan, il y voyait une opportunité de renforcer la marine de Marésia. Il encourageait Coral à étudier la navigation, la cartographie et les courants marins, espérant que ses connaissances feraient d'elle une dirigeante avisée pour un royaume si dépendant de la mer. Parmi les serviteurs du palais, Coral avait trouvé une alliée en la personne de Marina, sa dame de compagnie. Plus âgée de quelques années, Marina partageait l'amour de Coral pour l'océan et l'aidait souvent à s'échapper des contraintes de la vie de palais. C'est Marina qui procura à Coral ses premiers vêtements de villageoise, lui permettant de se mêler incognito aux gens du peuple. Ces escapades devinrent le secret le mieux gardé du palais. Coral découvrit un monde qu'elle n'avait jamais vraiment connu, le dur labeur des pêcheurs, la camaraderie des tavernes du port, la liberté de courir pieds nus sur le sable. Elle se sentait plus vivante lors de ses brèves aventures que pendant toutes ses leçons au palais. C'est lors d'une de ces sorties que Coral aperçut pour la première fois Kai, le mystérieux pêcheur qui allait changer sa vie. Il se tenait sur son petit bateau, naviguant avec une aisance surnaturelle entre les récifs traîtres qui avaient causé la perte de nombreux navires. Ses cheveux noirs dansaient dans le vent marin, et même de loin, Coral pouvait voir l'éclat de ses yeux verts qui semblaient refléter toute la sagesse de l'océan. Intriguée, Coral commença à fréquenter plus souvent le port de pêche, espérant revoir le jeune homme. Elle apprit son nom en écoutant les conversations des autres pêcheurs, qui parlaient de Kai avec un mélange de respect et de méfiance. Certains vantaient ses talents de pêcheur et sa connaissance inégalée des courants, tandis que d'autres murmuraient des histoires étranges sur sa capacité à prévoir les tempêtes et à communiquer avec les créatures marines. Finalement, Coral trouva le courage de l'approcher. Prétextant vouloir acheter du poisson, elle engagea la conversation avec Kai. Dès les premiers mots échangés, elle fut captivée par sa voix douce et mélodieuse, qui semblait porter en elle le murmure des vagues. Kai, de son côté, fut immédiatement intrigué par cette jeune fille aux yeux bleus qui posait des questions si pertinentes sur l'océan. Ainsi commença leur relation, faite de rencontres furtives sur la plage, de conversations passionnées sur les mystères de la mer, et bientôt, de sentiments plus profonds qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. Kai apprit à Coral les secrets de la navigation, lui montrant comment lire les étoiles et interpréter les courants. Il lui parla de créatures marines que même les plus vieux marins n'avaient jamais vues, et de royaumes cachés sous les vagues que les humains ne pouvaient qu'imaginer. Coral buvait chaque parole de Kai, émerveillée par ses connaissances et son connexion profonde avec l'océan. Mais plus elle passait de temps avec lui, plus elle remarquait des détails étranges. Parfois, la peau de Kai semblait luire d'un éclat iridescent sous certains angles de lumière. Ses mouvements dans l'eau étaient d'une grâce surhumaine, comme s'il faisait partie intégrante de l'élément liquide. Et puis il y avait ces absences inexpliquées, ces voyages de pêche dont il revenait avec des histoires vagues et un regard lointain. Pendant ce temps, au palais, l'absence fréquente de Coral commençait à soulever des questions.
Le duc Malamar, un noble ambitieux et manipulateur, voyait dans le comportement étrange de la princesse une opportunité de gagner en influence. Il suggéra au roi que Coral pourrait être sous l'influence d'un enchantement maléfique, ou pire, qu'elle pourrait comploter contre la couronne. Le roi Marius, bien que sceptique face à ces accusations, ne pouvait ignorer les changements chez sa fille. Il ordonna une surveillance discrète de Coral, espérant découvrir la vérité sans confrontation directe. La reine Lyra, quant à elle, avait ses propres soupçons. Mère intuitive, elle sentait que le cœur de sa fille avait été touché par l'amour. Bien qu'inquiète des conséquences potentielles d'une mésalliance, elle se remémorait sa propre jeunesse et les sacrifices qu'elle avait dû faire pour épouser Marius. Elle décida d'avoir une conversation franche avec Coral, espérant gagner sa confiance et la guider. Pendant ce temps, sous l'océan, dans le royaume caché de Nautilus, le roi Triton s'inquiétait des absences prolongées de son fils, le prince Kai. Le vieux roi, méfiant envers les humains depuis des siècles de conflits et de trahisons, craignait que son héritier ne mette en danger leur peuple en s'aventurant trop près de la surface. La reine Coral, mère de Kai et homonyme inconsciente de la princesse de surface, tentait d'apaiser les craintes de son mari. Elle voyait en Kai l'espoir d'un avenir meilleur, où mergents et humains pourraient coexister pacifiquement. Mais même elle ne pouvait ignorer les risques que prenait son fils. Le prince Muren, cousin de Kai et second dans la ligne de succession, voyait dans cette situation une opportunité de s'emparer du trône. Il commença à répandre des rumeurs sur la contamination de Kai par le monde de la surface, suggérant qu'il n'était plus apte à gouverner Nautilus. C'est dans ce contexte tendu que survint l'événement qui allait tout changer. Un jour, alors que Coral et Kai se promenaient sur une plage isolée, discutant de leur rêve d'un monde où la terre et la mer seraient en harmonie, une tempête d'une violence inouïe éclata soudainement. Le ciel s'assombrit en quelques instants, comme si la nuit était tombée en plein jour. Des vagues monstrueuses, hautes comme des immeubles, commencèrent à s'écraser sur le rivage avec une force terrifiante. Le vent hurlait, transportant des embruns salés qui piquaient les yeux et la peau. Coral, prise de panique, tenta de s'enfuir vers les terres hautes. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre la sécurité, une vague gigantesque la happa et l'emporta vers le large. La princesse se débattit contre les courants, mais la force de l'océan était trop grande. Elle sentait ses forces l'abandonner, l'eau salée brûlant ses poumons alors qu'elle luttait pour respirer. C'est alors que Kai, sans une seconde d'hésitation, plongea dans les eaux déchaînées. Coral, entre deux vagues, vit avec stupéfaction le corps de son bien-aimé se transformer. Ses jambes fusionnèrent pour former une puissante queue de poisson aux écailles iridescentes qui brillaient même dans l'obscurité de la tempête. Des branchies apparurent sur son cou, et ses mains devinrent palmées. Avec une vitesse et une agilité incroyables, Kai nagea jusqu'à Coral. Il la prit dans ses bras, et utilisant la puissance de sa queue, il les propulsa tous deux vers la surface. Mais au lieu de retourner vers la plage, il nagea vers le large, plongeant sous les vagues pour éviter la fureur de la tempête en surface. Coral, terrorisée et confuse, s'accrochait désespérément à Kai. Elle sentait qu'elle aurait dû avoir besoin de respirer, mais quelque chose avait changé. L'eau autour d'elle semblait chargée d'une énergie étrange, et elle réalisa avec étonnement qu'elle pouvait respirer sous l'eau. Kai les conduisit dans les profondeurs de l'océan, là où les courants de la tempête ne pouvaient les atteindre. Autour d'eux, la vie marine semblait s'animer d'une manière nouvelle. Des poissons aux couleurs éclatantes nageaient en bancs ordonnés, des méduses lumineuses pulsaient doucement dans l'obscurité, et au loin, Coral crut apercevoir la silhouette majestueuse d'une baleine. Finalement, ils arrivèrent devant l'entrée d'une grotte sous-marine. Kai guida Coral à l'intérieur, et à mesure qu'ils avançaient, la grotte s'élargissait pour révéler une poche d'air. Ils émergèrent dans une caverne illuminée par des cristaux bioluminescents qui projetaient une douce lueur bleutée sur les parois. Une fois en sécurité, Kai et Coral se regardèrent en silence, réalisant que plus rien ne serait jamais comme avant. Le secret était révélé, et avec lui, un monde de possibilités et de dangers s'ouvrait devant eux. Kai prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire. Il était le prince héritier du royaume de Nautilus, une civilisation sous-marine avancée que les humains n'avaient jamais découverte. Son peuple, les mergents, vivait caché des humains depuis des millénaires, craignant leur curiosité, leur avidité, et leur capacité à détruire l'environnement marin. Il expliqua comment, fasciné par le monde de la surface depuis son enfance,
il avait maîtrisé une ancienne magie qui lui permettait de prendre forme humaine. Son but initial était d'observer et de comprendre les humains, espérant trouver un moyen de protéger son peuple et l'océan qu'il chérissait. Mais en rencontrant Coral, il avait découvert que les humains étaient capables de compassion, d'amour et de respect pour la nature. Coral, encore sous le choc, écouta attentivement. Puis, rassemblant son courage, elle révéla à son tour sa véritable identité de princesse de Marésia. Elle parla de son amour pour l'océan, de sa frustration face à l'incompréhension de son peuple, et de son désir de créer un monde où la terre et la mer vivraient en harmonie. Les deux amants réalisèrent alors l'ampleur de leur situation. Leur amour, né d'un mensonge mais nourri par une compréhension mutuelle profonde, pourrait être la clé pour unir leurs deux mondes. Mais il pourrait aussi déclencher un conflit catastrophique s'il était mal géré. Pendant des heures, ils discutèrent de leur avenir, pesant chaque option, chaque conséquence. Ils savaient que leur révélation allait secouer les fondements même de leurs royaumes respectifs. Mais ils savaient aussi que c'était peut-être leur seule chance de créer un véritable changement. Finalement, alors que la tempête au-dessus d'eux commençait à s'apaiser, Coral et Kai prirent leur décision. Ils retourneraient chacun dans leur royaume et plaideraient leur cause auprès de leur famille. Ce ne serait que le début d'un long et difficile chemin, mais ils étaient déterminés à le parcourir ensemble. Kai utilisa sa magie pour permettre à Coral de respirer sous l'eau pendant leur retour à la surface. Le voyage à travers les profondeurs de l'océan fut une révélation pour la princesse. Elle vit des merveilles qu'elle n'avait jamais imaginées, des cités coralliennes aux architectures complexes, des champs d'algues lumineuses ondulant doucement dans les courants, des créatures marines d'une beauté à couper le souffle. Lorsqu'ils atteignirent enfin la plage, l'aube commençait à poindre. Coral et Kai échangèrent un dernier baiser, sachant que les épreuves qui les attendaient mettraient leur amour à rude épreuve. Puis, avec un dernier regard en arrière, Coral se dirigea vers le palais, tandis que Kai replongeait dans les vagues. Le retour de Coral au palais déclencha effectivement un tumulte. Son père, le roi Marius, oscillait entre le soulagement de la voir saine et sauve et la colère face à son comportement irresponsable. La reine Lyra, quant à elle, remarqua immédiatement le changement dans les yeux de sa fille, un mélange de détermination et de secret qui l'inquiéta profondément. Pendant ce temps, sous l'océan, Kai faisait face à ses propres défis. Son retour au royaume de Nautilus fut accueilli avec un mélange de joie et de suspicion. Le roi Triton, soulagé de voir son fils revenir, ne put s'empêcher de remarquer l'odeur subtile de l'air de surface qui l'accompagnait. Le prince Muren, toujours à l'affût d'une opportunité de discréditer son cousin, commença immédiatement à répandre des rumeurs sur la contamination de Kai par le monde des humains. Dans les jours qui suivirent, Coral et Kai tentèrent chacun de leur côté de plaider leur cause auprès de leurs familles respectives. Coral parla avec passion de la beauté du monde sous-marin et de l'importance de protéger l'océan. Sous l'océan, Kai adopta une approche similaire. Il parla des avancées technologiques des humains qui pourraient bénéficier à Nautilus, tout en soulignant l'importance de maintenir leur secret. Cependant, les forces opposées à ce rapprochement ne restèrent pas inactives. À la surface, le duc Malamar intensifia ses efforts pour discréditer Coral. Il engagea des espions pour suivre la princesse et recueillir des preuves de son comportement étrange. Dans les profondeurs, le prince Muren rassembla ses alliés, préparant un coup d'État pour renverser le roi Triton qu'il jugeait trop faible face à la menace humaine. Alors que la tension montait dans les deux royaumes, un événement inattendu vint tout bouleverser. Une série de tremblements de terre sous-marins secoua la région, menaçant à la fois Marésia et Nautilus. Des fissures apparurent dans les falaises de craie, mettant en danger le palais royal, tandis que sous l'eau, des geysers d'eau chaude jaillirent soudainement, menaçant de détruire des quartiers entiers de la cité sous-marine. Face à cette crise, Coral et Kai réalisèrent que le moment était venu de révéler la vérité. Dans un acte de bravoure, Coral plongea dans l'océan déchaîné, guidé par la magie de Kai, pour avertir le peuple de Nautilus du danger qui les menaçait. Parallèlement, Kai usa de ses connaissances des courants marins pour aider les navires de Marésia à évacuer les zones côtières menacées. Leur coopération inattendue sauva de nombreuses vies des deux côtés, mais elle exposa également leurs secrets au grand jour. Les habitants de Marésia furent stupéfaits de voir leur princesse nager aux côtés d'êtres mi-humains, mi-poissons, tandis que le peuple de Nautilus ne pouvait croire que leur prince avait amené une humaine dans leur royaume caché. Dans le chaos qui suivit, Coral et Kai durent faire face à la colère et à la peur de leurs peuples respectifs.
Ils plaidèrent pour la compréhension et la coopération, arguant que seule une alliance entre la terre et la mer pourrait garantir la survie de tout face aux défis environnementaux croissants. Le roi Marius et le roi Triton, bien que choqués par les révélations, ne purent ignorer la sagesse et le courage dont avaient fait preuve leurs enfants. Ils acceptèrent à contre-séure d'organiser une rencontre historique entre les deux royaumes. Cette rencontre eut lieu sur une île neutre, à mi-chemin entre Marésia et Nautilus. Les dirigeants des deux royaumes, accompagnés de leurs conseillers et gardes, se firent face pour la première fois depuis des millénaires. L'atmosphère était tendue, chargée de méfiance et de curiosité. Coral et Kai prirent la parole, partageant leur vision d'un avenir où humains et mergents coexisteraient pacifiquement, travaillant ensemble pour protéger l'océan et ses ressources. Ils proposèrent un échange de connaissances et de technologies, ainsi que la création d'une zone protégée où les deux peuples pourraient interagir librement. Leur discours passionné toucha de nombreux cœurs, mais les opposants à cette alliance n'avaient pas dit leur dernier mot. Le duc Malamar et le prince Muren, voyant leur influence menacée, tentèrent un dernier coup désespéré. Ils lancèrent une attaque simultanée, espérant déclencher une guerre qui rendrait impossible tout rapprochement. Mais leur plan échoua grâce à la vigilance de Marina, la fidèle dame de compagnie de Coral, et de Néré, le meilleur ami de Kai à Nautilus. Ensemble, ils déjouèrent le complot et exposèrent les traîtres devant les deux cours réunies. Cet échec des forces conservatrices marqua un tournant. Les rois Marius et Triton, impressionnés par la loyauté et la coopération dont avaient fait preuve leurs sujets, décidèrent de donner une chance à l'alliance proposée par leurs enfants. Un traité historique fut signé, établissant les bases d'une nouvelle ère de coopération entre Marésia et Nautilus.